Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Ziana TV, la chaîne de la diaspora. Vous suivez Décrypta, c'est un numéro spécial puisque cette semaine nous vous proposons deux numéros de cette émission pour vous permettre de comprendre l'actualité. Là, nous partirons du Portugal puisqu'il y a quelques jours, le Congo a fait la une des médias portugais. Paulo Santana Lopes admitiu a corrupção no Congo e entregou o sócio José Veiga. A Casa dos Milhões na Quinta da Marinha é do Ministro das Finanças do Congo. Il s'agissait d'une affaire, une enquête qui a ses ramifications au Congo. Pour bien comprendre ce qui s'est passé de ce côté-là de Lisbonne, mon invité est Monsieur Mingwa Biango. Bonjour. Bonjour, Sir Makoso. Voilà, Mingwa Biango, vous êtes le patron, s'il faut le dire ainsi, en fait, du portail Congo Liberty. C'est vous qui avez sorti cette affaire pour nous, le public congolais. Alors, ceux qui nous entendent, ils disent, mais c'est quoi encore cette affaire qui est sortie par le net, puisqu'on accuse souvent le net de sortir énormément d'affaires, mais là, on est quand même sur une affaire très sérieuse qui commence au Portugal et dans lequel le Congo est vraiment impliqué avec ses deux pieds, s'il faut le dire ainsi. Tout à fait, tout à fait. Alors, cette affaire José Veiga, puisque c'est de cette affaire-là qu'il s'agit, donc l'arrestation d'une personne qu'on pourrait qualifier de très proche avec le pouvoir de Brazzaville, donc arrestation à Lisbonne, effectivement, c'est une histoire qui a éclaboussé notre pays, la République du Congo. On pourra voir, et j'espère tout le long de cette émission, expliquer ce qu'il en est exactement. Alors, les faits, puisque les gens voudront comprendre, on voit déjà les noms, mais les faits, de quoi s'agit-il? Alors pour les faits, on va partir du communiqué diffusé par le procureur de Lisbonne suite à l'arrestation de M. José Veiga le 2 février 2016. Il s'agit de corruption dans le commerce international, de blanchiment d'argent et de trafic d'influence, mais aussi d'évasion fiscale. Il s'est passé qu'après les premières interrogations, excusez-moi, des préjugés de cette affaire-là, que le nom du Congo, en particulier celui du ministre Ondongo, a été cité. Alors, pourquoi est-il cité et qui est José Veiga? Pour bien comprendre ce qui se passe, M. José Veiga est une personnalité très proche de M. Sassou Nguesso. Comme vous le savez, aujourd'hui, on peut dire qu'au Congo-Brazzaville, la capitale politique a été pratiquement transférée à Oyo, le village natal de M. Sassou. Donc, M. José Veiga est l'une des fiertés de M. Sassou parce qu'à chaque visite d'un hôte à Oyo, M. Sassou Nguesso emmène ses hôtes dans son ranch. Et donc M. José Veiga est le patron, en tout cas le gestionnaire du ranch de M. Sassou Nguesso. C'est pour vous montrer déjà la proximité entre les deux hommes. M. José Veiga est le directeur de Asperbras Congo. Alors, Asperbras Congo a signé un contrat avec le gouvernement congolais de M. Sassou Nguesso pour la réalisation de plusieurs projets. Vous avez donc la zone industrielle de Maluku. Très chaud. Vous avez donc 4000 forages qui ont été aussi attribués à la société Asperbras. Et vous avez aussi l'inventaire, donc l'établissement d'une cartographie des différents sites miniers et géologiques du Congo. Pour faire simple, tous ces projets-là s'évaluent en gros à 1,2 milliard de dollars. Et pour ces projets, il a fallu financer la réalisation de tout ça, et il y a eu un préfinancement par la BNP Paribas, oui, à travers la société de trading pétrolier Gunvor. Alors, on voit que c'est quand même bizarre pour ceux qui vont nous suivre, ils se disent, mais tous ces noms, Gunvor, société de trading, on comprend les relations particulières de M. Veiga avec le pouvoir de Brazzaville, et pourtant, cela est préjudiciable pour le Congo. Comment? Alors, déjà, pour qu'on comprenne bien, donc il y avait tous ces projets-là qui ont été surfacturés. On va vous expliquer comment. Vous avez donc 4000 forages que la société Asperbras Congo, donc de José Veiga, doit réaliser au Congo, qui a été facturé à 400 millions de dollars. En sachant, lorsqu'on fait une règle de 3, le forage coûte donc 100 000 dollars. 100 000 dollars
pour vous montrer un peu la surfacturation qui a été faite, le même type de forage dans un pays comme le Sénégal, où la profondeur d'un forage atteint 200 mètres, ce forage coûte 10 000 $. Donc il y a eu une surfacturation de pratiquement 10 points. Vous avez le même projet concernant la cartographie géologique et minière du Congo-Brazzaville qui a été facturé par Asperbras à 200 millions $. Pendant que le Tchad, sur un même projet avec une surface de 2 fois supérieure à celle du Congo, ce projet a été évalué par le ministère français des Mines à 20 millions $. Donc vous voyez l'ordre de grandeur de la surfacturation, et le Congo n'ayant pas de liquidité, le Congo est donc passé par le trader Genvor pour lever des fonds à travers la BNP Paribas qui a finalement débloqué 750 millions $, qui a été directement reversé au gouvernement congolais, qui ensuite a donc payé ce qui ne se fait pas, a payé en cash. Et la totalité de la somme à José Vega, donc à Asperbras Congo, et c'est là où on imagine qu'il y a eu ce projet a permis effectivement une fois de plus de piller les ressources du Congo. Alors il faut dire aussi pour les gens qui nous suivent, c'est que les fameux forages, en fait ce qu'on voit au Congo, cette opération eau pour tous dans tous les villages, on voit des forages qui naissent ici et là. Alors on l'a bien compris, on voit le rôle de Genvor. Or vous pouvez peut-être nous dire que tous ces acteurs, on les voit déjà dans les enquêtes concernant les biens mal acquis. On les voit déjà dans les enquêtes des biens mal acquis, mais ce qu'il faut dire, l'enquête rebondit au Portugal parce que le parquet de Paris, donc le pôle financier qui instruit l'affaire des biens mal acquis, a demandé une commission rogatoire à ses homologues portugais. Une commission rogatoire, c'est donc le juge parisien qui demande à ses homologues portugais des informations sur X et Y. Donc sur ces personnalités-là, c'était sur des personnalités congolaises. On en est arrivé à José Vega. La commission rogatoire a été demandée en 2014. D'accord. Et aujourd'hui, on a les retombées de cette affaire-là. Donc 2 ans après, quasiment. 2 ans après. Donc il y a eu des filatures, et suite à ces filatures-là, on a constaté la création de plusieurs sociétés offshore qui appartiendraient à des Congolais, et ces Congolais, c'est le fils de M. Sassou Keki. On parle aussi de Claudia Sassou, et on parle du ministre Ondongo. Mais aujourd'hui, cette affaire est sur la place publique, mais comme vous le savez, Sir, Congo Liberty, on a parlé il y a déjà une année. Le premier article date du 3 mars 2015. Voilà, quasiment donc un an que vous traitiez cette affaire, que vous suivez cette affaire. Alors, le ministre Ondongo, en fait, arrive là-dedans parce qu'il y a une découverte au Portugal. Parce qu'il y a une découverte au Portugal, dans une villa située dans une résidence de milliardaires portugais. Et donc, il y a, comme vous le savez, suite à cette commission rogatoire-là, il y a des enquêtes qui sont faites, il y a des filatures qui sont faites, et on a fini par saisir dans cette villa de M. Ondongo, ministre des Finances du Congo, 8 millions d'euros en liquide. Alors pour l'instant, il faut le dire, c'est qu'aucune personnalité congolaise n'est directement accusée ou mise en accusation, notamment dans ce volet portugais. M. Ondongo, il continue à se balader tranquillement. Il n'y a pas de commission pour qu'il se présente à la justice portugaise pour l'instant. Alors l'enquête est en cours. M. José Vega aujourd'hui est sous les verrous. Pourquoi M. José Vega est sous les verrous? C'est parce que il est résident au Congo depuis 2011, et M. Sassou Nguesso lui a attribué la nationalité congolaise. Donc les autorités judiciaires portugaises ont cru bon de le mettre sous les verrous pendant 3 mois pour éviter qu'il ne s'enfuit. Maintenant, il faut, je l'espère, qu'on reviendra sur la personnalité de M. José. Tout à fait, oui, oui. Alors, quand on voit en fait cette affaire-là, quelles conséquences? D'abord pour le Congo, pour les finances du Congo. Alors, pour les finances du Congo, une fois de plus, on constate qu'il y a une évasion, en tout cas un pillage systématique des finances publiques congolaises.
ça a une répercussion sur la vie des Congolais. Vous savez que notre pays, le Congo, est classé parmi les pays entre guillemets les plus pauvres, avec une pauvreté endémique, des hôpitaux qui ne fonctionnent plus, des écoles qui sont dans un état de délabrement total, un chômage endémique, bref, voilà les conséquences pour les populations congolaises. Maintenant, il y aura forcément des conséquences pour les acteurs de cette affaire-là. Monsieur Ndongo, par exemple, des informations que j'ai, il y a des convocations qui vont tomber. Il est ministre, mais l'immunité dont il pourrait faire valoir ne l'empêche pas de répondre à une convocation des autorités judiciaires portugaises. Après, M. Ndongo, pour le moment, il faut qu'on soit honnête et présumer innocent. Voilà. Alors, on va revenir rapidement sur la personnalité de José Vega, parce qu'il est congolais, bien sûr, qu'on le veuille ou non. C'est un compatriote. C'est un compatriote, voilà, c'est notre compatriote, il faut l'appeler ainsi, mais avec un passé un peu bizarre au départ. Il n'était pas dans le business, en fait, tel qu'on le voit aujourd'hui, gérer autant de millions de dollars pour le camp du Congo. Alors, M. José Vega, il faut dire qu'il est d'origine portugaise. Sa famille a émigré au Portugal pour s'installer au Luxembourg. Il est issu d'une famille modeste, mais comme la majorité des Portugais, c'est un fan de foot. Et monsieur José Vega, donc notre compatriote José Vega, oui, a commencé donc à s'intéresser au foot, à organiser des matchs de gala, donc faisait venir des équipes portugaises au Luxembourg. Et à 29 ans, monsieur José Vega est devenu agent. Des grands joueurs en fait. Hein, et dans son portefeuille, il avait donc Luis Figo qui a joué au Barça, qui a joué au Real de Madrid, qui a joué à l'Inter de Milan. Pour les jeunes qui nous suivent, Luis Figo, dans les années 90-2000, c'était un peu le Cristiano Ronaldo ou le Messi d'aujourd'hui. Oui. Et monsieur José Vega a fini par être directeur général du plus grand club de football portugais, donc le Benfica. Et monsieur José Vega donc gérait des grands joueurs et avait fini par faire des montages financiers pour l'évasion fiscale, donc des compagnies offshore, des comptes dans des paradis fiscaux pour des joueurs, pour des revenus complémentaires non déclarés. Et vous savez bien que la place du Luxembourg, en tout cas le Luxembourg est un paradis fiscal à l'intérieur de l'Union européenne. Et donc monsieur José Vega était devenu expert en montage financier illicite et de blanchiment d'argent. Donc ça lui a quand même valu en 2012 une grosse condamnation avec un redressement fiscal assez conséquent. Et ça l'a éloigné de l'environnement du football. Donc M. José Vega part de cet environnement du football-là avec une expertise qu'on pourrait qualifier, enfin on parle d'expertise, mais voilà, c'est une expertise en montage financier, oui, en blanchiment d'argent et évasion fiscale. Et comme vous le savez, il y a tellement d'argent sale qui circule dans le monde, il n'a pas eu de mal à rebondir dans un autre secteur que le football. Et il a rebondi au Brésil et en Afrique, principalement au Congo-Brazzaville. Voilà, j'espère que ceux qui nous suivent arriveront à suivre déjà cette affaire et surtout à comprendre. Alors, Mingwa Biongo, on va terminer cet entretien rapidement pour les gens, puisque vous avez commencé cette affaire depuis 2015, ça fait quand même une année, et vous continuez à suivre, il y a encore des éléments, pour que les gens puissent suivre ou comprendre cette affaire. Qu'est-ce que vous pouvez leur suggérer en fait aujourd'hui? Est-ce qu'ils doivent venir sur votre site et suivre? Comment ça se passe en fait? Alors, Congo Liberty est un site qui est ouvert, qui est libre, hein, avec un accès gratuit. Oui, tout à fait, tout à fait. Si vous voulez, on essaie nous c'est peut-être un peu prétentieux, mais on essaie de conscientiser, en tout cas d'apporter une information toujours pas politicienne aux Congolais. On a pensé, nous, dès la création de Congo Liberty, parce que je ne suis pas seul, il y a toute une équipe, on a pensé que
finalement, le pouvoir de M. Sassou Nguesso se maintenait grâce à ses ramifications à l'international, grâce à toutes ces affaires financières qui lui permettaient de corrompre ici et là. Donc on a essayé de se spécialiser dans toutes les affaires politico-financières de M. Sassou. Il y a cette affaire José Vega qui n'est, il faut le savoir, qu'une petite goutte d'eau dans un océan de malversation financière. Cette affaire José Vega relève que M. Sassou Nguesso et compagnie essaient aujourd'hui de diversifier leur placement illicite dans d'autres... La France n'étant plus accueillante. La France n'étant plus accueillante à cause de l'affaire des biens mal acquis. Donc on n'est plus dans la France-Afrique, on est dans la Luz-Afrique, si je peux me permettre Enfin, Luz-Afrique qui traduirait pour les gens qui nous suivent, c'est un peu c'est l'équivalent de la France-Afrique, mais pour les pays lusophones, donc voilà, qui ont quand même l'usage du portugais comme langue. En sachant, pour compléter, que ce préfinancement de la BNP, comme on l'a vu avec tous ces projets que les Congolais d'ailleurs n'ont pas vus ou qui sont en cours, en tout cas ça a été du saupoudrage, pour que les gens comprennent bien, c'est que ces 750 millions de dollars ont été reversés directement à M. Vega, qui ensuite a dû faire des placements, on le pense en tout cas, au nom de la famille Nguesso. Il y a eu donc cette banque, la BAIC, la Banque africaine pour l'industrie et le commerce au Bénin, dont on ne connaît pas l'origine des fonds et dont les principales personnalités qui siègent au conseil d'administration sont des proches de M. Christelle Denis Sassou Nguesso, donc de la famille présidentielle. M. José Vega, pour compléter, avec ces fonds qui pourraient venir du Congo, a donc placé 60 millions de dollars dans une banque capverdienne qu'il a voulu d'ailleurs acquérir à 10 millions de dollars, et c'est la banque centrale portugaise qui, avant son arrestation, a bloqué la vente. Et tout ça, on pense que c'est donc l'argent du préfinancement qui a été fait par la BNP, donc des sous qui viennent du Congo. Donc c'est vraiment une affaire qui devrait intéresser tous les Congolais. Et notamment ceux qui aujourd'hui prétendent à la magistrature suprême. Aussi, mais il ne faut pas... mon frère, c'est vous faire beaucoup d'illusions. La majorité des candidats sont des dissidents ou de M. Sassou, ou ont été nourris par M. Sassou. Donc ça me surprendrait qu'il dénonce ces affaires-là. Mais il n'y a pas que cette affaire. Il y a les histoires, comme je disais, enfin les affaires pétrolières qui sont très graves. Il y a Eker aussi qui contribue à dilapider les fonds de notre pays. Et aucune personnalité de l'opposition ne s'est saisie de ces problèmes-là. Mais ça touche vraiment le quotidien des Congolais. Donc on est aujourd'hui dans des débats politiciens sans prendre en compte que les finances publiques sont saignées, et avec la chute du baril du pétrole, les analystes les plus pessimistes pensent que les finances publiques congolaises seront en faillite, donc le Congo sera en banqueroute dès juillet 2016, et les mauvaises langues disent que c'est ce qui a fait que M. Denis Sassou Nguesso avance l'élection à mars 2016 pour ne pas se retrouver en juillet 2016 pendant l'élection sans sous. Voilà, Lingua Biango, merci. Merci, mon cher. Nous espérons vous retrouver encore sur Ziana TV pour continuer à nous donner toutes vos lumières en fait sur cette affaire, puisque je ne sais pas si au niveau du Congo on reprend ce que vous dites, mais enfin pour nous je pense que c'est nécessaire pour que les Congolais s'informent et soient informés sur ce qui se passe réellement dans ce pays. Mais ça sera avec plaisir. J'ai appris, moi, à regarder Ziana TV. Je salue toute l'équipe de Ziana TV qui est très professionnelle. Je vous avoue qu'on va avoir, nous, du mal à suivre parce que vous travaillez tellement bien, mais ça va être avec plaisir, d'autant plus qu'on est complémentaires. Tout à fait. J'attends un jour que nous vous invitions sur Congo Liberty pour parler de vous, parce que voilà, vous faites du très bon travail, et on remercie Ziana TV pour ça.
Merci à Nogo Kumunga Koso qui lui aussi fait du très bon travail puisque c'est lui qui réalise cette émission. Merci à notre invité qui nous a permis de comprendre déjà pour ceux qui découvrent, au moins de pouvoir se faire une idée sur ces affaires qu'on voit souvent sur Internet. Il est vrai qu'on est habitué au Congo à diaboliser Internet, mais sur Internet, il y a des gens qui travaillent sérieusement, qui gèrent les dossiers sérieusement, et je pense que c'est cette nouvelle presse congolaise dont on a besoin qui permettra à notre pays de pouvoir avancer. Merci à vous, de plus en plus nombreux à nous suivre. Merci surtout à ceux qui nous accompagnent du côté de Nesoubois. Portez-vous bien, au prochain décryptage, à la semaine prochaine. Au revoir.